Bonjour tout le monde. J'aimerais appeler notre rencontre à l'ordre. Merci à tous d'être ici. Bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à cette rencontre virtuelle du conseil d'administration de la CABAM. Pour vous rappeler, encore une fois, si vous désirez écouter cette rencontre en français, vous pouvez avoir accès à l'interprétation simultanée en cliquant sur le petit globe au bas de votre écran et sélectionner le français. Nous nous rencontrons aujourd'hui de plusieurs différentes régions et j'aimerais reconnaître le territoire que nous appelons le Canada comme étant le territoire traditionnel et ancestral de plusieurs peuples autochtones. Nous respectons l'histoire, la langue et la culture des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les premiers peuples du Canada, qui continuent d'être présents et d'enrichir nos communautés vibrantes. Depuis la dernière réunion, ça a été un moment très occupé pour le collège. Nous avons aimé être dans des conférences à Winnipeg avec Judah Straczynski, qui est le PDG de CABAM, et Janice Abakpa, qui est le directeur de l'admission et de l'éducation et le sous-ministre des registres. Nous avons aussi les membres du conseil, Curia et Amber. Donc, ça a été une opportunité fantastique de se connecter avec plusieurs membres de la profession et de voir le dévouement de chacun pour un succès continu. J'ai apprécié l'opportunité qu'Epic a fait à Judah et Amty pour pouvoir les inviter avec le nouveau président Paul Clancy, leur vice-président de Daniel Lipkiss et le PDG Adam Kingsley. Nous avons eu une conversation productive. Nous avons amélioré notre compréhension mutuelle du rôle de chacune des deux organisations et notre objectif de pouvoir travailler ensemble autant que possible et de respecter s'il y avait des différences. À la conférence EPIC, Judah a présenté une mise à jour du régulateur et et présentera des faits saillants aujourd'hui. Jen Stefanski a été un conférencier clé à la conférence annuelle du réseau des agences canadiennes sur la réglementation. Donc, James a parlé de l'expérience de CABAM dans la création d'un nouveau régulateur pan-canadien. Jen a été sur un panel qui s'appelle de mettre à l'échelle votre organisation pour la croissance et une discussion expérientielle. Elle a aussi discuté durant un atelier des fondements de la régulation et de la réglementation. Et elle a fait aussi une entrevue avec Susan Glatter Takahashi, une professionnelle de la régulation sur la compétence et la relation entre les individus, les organisations et les systèmes. Nous sommes chanceux d'avoir l'expertise de James et nous apprécions sa générosité à partager ses enseignements avec le comité de réglementation. Merci beaucoup, Jen. Avant de commencer notre ordre du jour, nous prendrons un moment pour féliciter les agents qui ont fait l'examen au mois d'automne. Donc, c'est un important pas dans la carrière de chacun et nous sommes si fiers de ces futurs agents. Félicitations à chacun d'entre vous. L'ordre du jour aujourd'hui inclut des présentations sur le travail important et les priorités des comités réglementaires et de gouvernance. De plus, vous avez ces rapports disponibles dans le matériel du Conseil. L'expertise et le travail des comités de CABAM sont essentiels pour rencontrer notre mandat réglementaire. Un gros merci à tous les membres de la communauté. Nous allons également avoir une présentation générale sur le budget 2024 de la cabane pour donner un aperçu de notre approche attendue. Pour, pour vous faire un rappel, le matériel est publié sur le site Web et inclut les, les aspects financiers qui ont été donnés avant la rencontre de décembre. Donc, maintenant, nous allons regarder l'ordre du jour d'aujourd'hui. Le premier élément sur l'ordre du jour est au niveau des conflits d'intérêts. Les membres du conseil ont l'opportunité de déclarer s'il y avait des conflits d'intérêts dans l'ordre du jour. Donc, j'en ai pas vu avant cette rencontre, mais j'aimerais faire un rapide tour de table et demander à quiconque s'il y avait un conflit d'intérêts. OK, je n'en vois pas. Alors, nous allons passer à la prochaine section de notre ordre du jour qui est l'approbation du compte-rendu. Donc, nous attendu que le compte-rendu
de la rencontre du Conseil de 2023 sont approuvées. Donc, est-ce que quelqu'un peut approuver? Je vois Léonora et Élise qui secondent. Donc, cette motion est sur la table. J'aimerais qu'elle soit ouverte à la discussion. Y a-t-il des commentaires, des questions ou des changements? Je n'en vois pas. Alors, je vais faire un appel au vote. Tous ceux qui sont en faveur? Super. Est-ce qu'il y a des opposants? Donc, je ne vois aucune opposition. Cette motion est confirmée à l'unanimité. Donc, la prochaine section, c'est le rapport. Donc, comme je l'ai mentionné, chaque comité a présenté un rapport dans le paquet du matériel du conseil. Ce paquet a été publié avant la rencontre. Alors, ceux qui sont ici ont eu l'opportunité de le lire et tous les membres du conseil qui ont fait toutes sortes de diligences raisonnables en lisant ce rapport. Je vous remercie. Donc, en plus de cela, avoir, euh, nous aimerions que quelques-uns de nos collègues d'aujourd'hui nous donnent des commentaires sur ces rapports qui seront utiles non seulement pour les membres du conseil, mais pour les membres du public qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc, les personnes qui présenteront les rapports verbaux sont Victoria Reed, qui est conseil général, et conseil général au niveau de la réglementation professionnelle. Nous avons notre sous-registre. Nous avons Shino Tcherinsky, notre registraire senior, et aussi la présidente du comité de gouvernance. Alors, je te passe la parole. Pouvez-vous nous dire s'il y a un ordre particulier dans lequel vous aimeriez nous partager les mises à jour? Vous pouvez passer la parole à vos collègues par la suite. C'est à vous, Victoria. Merci, Ruth. Je vois que Iris a une question. Donc, j'ai un reste de COVID. Alors, si je tousse, vous saurez pourquoi. Donc, j'aimerais remercier notre président, PDG, d'avoir été d'accord pour mettre tous les points ensemble plutôt que de faire un rapport communautaire et un rapport sur la responsabilité professionnelle. J'aimerais vous raconter l'histoire de la vie d'une plainte lorsqu'elle s'achemine dans le système. Vous comprendrez mieux notre travail. Donc, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment ou plutôt à la fin si vous le préférez, parce qu'il y a beaucoup d'informations à partager. Je crois que le programme de responsabilité professionnelle ou le programme PR rectifie notre engagement en tant que régulateur moderne d'avoir un mandat envers l'intérêt public. Le principe d'ouverture, d'équitabilité et de responsabilité dans la prise de décision. Toutes les décisions qui sont prises à travers le processus, que ce soit par le personnel ou par des comités, sont complètement documentées et communiquées de façon claire aux parties qui sont affectées par ces décisions. Dans certaines juridictions, lorsqu'il y a une plainte qui a été refusée, vous allez avoir une lettre qui dit merci pour votre plainte, nous ne ferons pas de suivi. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors, l'un des principes clés, c'est que quand c'est possible et approprié, nous donnons une orientation et les décisions sont prises pour être restauratives et pour éduquer plutôt que d'être punitives. Une résolution de préoccupation est un point saillant de ce processus. Donc, vous m'avez entendu dire ceci plus tôt, que le CABAM a certains manquements au niveau des réponses appropriées aux préoccupations au niveau de la conduite. Pas comme d'autres régulateurs, nous avons l'autorité de refuser des plaintes, de prendre action ou de référer le problème à une cour. Donc, il faut conseiller, avertir, punir ou prendre des actions qui seraient appropriées dans la circonstance. Nous n'avons pas l'autorité d'avoir une pratique adéquate si la personne n'a pas la capacité de travailler. Donc, c'est mon vœu que durant l'évolution de la cabane, nous allons pouvoir changer ces façons de
traiter les recours. Alors, nous avons essayé d'établir les meilleures pratiques possibles et avec l'aide de nos membres de comités très qualifiés, nous avons fait un bon travail à date. Avec 2 ans au niveau du cadre réglementaire et de politique, il est bien développé. Nous avons bien développé ce cadre et nous continuons dans l'environnement lorsque nous faisons affaire quotidiennement à des enjeux au niveau des brevets et des agents de brevets. Donc, nous avons de l'orientation, les demandes, nous avons un code de conduite pour les agents de marque de commerce, nous avons des agents au niveau des comités d'investigation, de la discipline et aussi des pratiques non autorisées. Donc, on va commencer par les demandes au niveau de l'éthique. Donc, c'est les devoirs éthiques sous le code de conduite de la CABAM de 2021. C'était le premier code que nous avons créé dans le système de responsabilité professionnelle. Nous espérons avoir démontré aux personnes qui détiennent des licences de rester éduquées et d'être proactifs pour éviter les plaintes dans l'avenir. Certains régulateurs n'offrent pas ce genre de conseils. Ils disent qu'ils le font, mais ce n'est pas très efficace parce qu'ils ont peur des responsabilités concurrentes, des responsabilités inhérentes. Nous pensons que si nous sommes clairs dès le départ, qu'il y a des limites à nos conseils et à nos orientations et qui ne sont pas du tout des conseils professionnels ou juridiques, nous croyons que ça peut aider les détenteurs de licence de prendre de bonnes décisions. Et je crois que c'est ce que ça fait. À travers ces enquêtes, nous avons appris quels sont les enjeux auxquels les détenteurs de licence font face et ça nous permet de fermer le cercle de la communication en créant des articles sur l'éthique dans notre bulletin d'information basés sur des scénarios, des vraies études de cas. Et selon les commentaires que Dana a reçus, c'est que ces articles sont très bien reçus par nos détenteurs de licence. Alors, en 2023, nous avons reçu 36 demandes au niveau de l'éthique et en 2023, nous en avons reçu environ 17. Donc, nous allons savoir un peu plus comment les aider à apprendre quels sont les devoirs selon le code. Donc, je crois que nous allons pouvoir lancer un programme très accessible et interactif pour aider les détenteurs de licence à apprendre leurs devoirs sous le code ou en vertu du code. Donc, le processus d'enquête est la deuxième partie du processus. Donc, c'est un moyen en ligne pour que les membres du public, les détenteurs de licence ou le gouvernement puissent avoir accès et soumettre une demande ou une préoccupation par rapport à la conduite d'un détenteur de licence sans avoir à remplir un formulaire de plainte formel. On le sait, et je le sais selon mon expérience, qu'une moyenne de 75 des plaintes faites pour les régulateurs professionnels sont actuellement résolues au début ou sont réfutées. Mais des fois, le processus de réfutation peut prendre des mois et c'est insatisfaisant. Donc, cette nouvelle mesure en ligne nous permet de mobiliser les parties prenantes, de trouver des façons de résoudre le problème de façon formelle et rapidement et que chacune partie puisse quitter avec un nouvel apprentissage. Donc, ceci a eu du succès à repousser des cas de plainte. En 2022, nous avons répondu à 12 demandes sur la conduite des agents. Cette année, à date, nous en avons reçu 15. Seulement une ou deux de ces demandes sont devenues une plainte formelle. Alors, ceci représente le niveau du succès que nous avons avec une résolution précoce. Donc, à cause de ces processus que je viens de vous décrire, nous avons eu un faible volume de plaintes formelles comparé à d'autres régulateurs de la même grosseur que nous. Donc, cette année, nous avons pris un grand pas vers l'avant avec le registraire maintenant qui a l'autorité de résoudre ou de rejeter des plaintes sans nécessairement aller directement au comité. Avant, toute plainte, qu'elle soit dans notre juridiction ou même si elle méritait d'être reçue, était acheminée. Et c'était un processus qui était très lourd. Et
En 2022, nous avons eu 3 plaintes soumises par des clients et le comité d'investigation a initié 3 plaintes basées sur l'information reçue d'autres ressources. Cette année, 3 plaintes ont été déposées par des clients et 2 ont été initiées par le comité d'investigation. Donc, il y avait environ 5 plaintes aussi reliées au même détenteur de licence. Alors, nous sommes passés au comité d'enquête. Le comité d'enquête sous la loi doit déterminer si une plainte a des bases solides pour que le comité croit que le détenteur de licence a fait une inconduite professionnelle ou est incompétent. Et si les preuves peuvent raisonnablement établir que c'est vrai, le comité d'enquête doit soumettre une action au comité. Et sinon, ils peuvent rejeter la demande et ils peuvent le faire en donnant un conseil ou pas sur les meilleures pratiques aux détenteurs de licence. Donc, le comité a un professionnel externe, habituellement un agent ou un avocat qui est un agent qui est avocat. Donc, le comité a l'autorité d'obtenir des ordres de la Cour fédérale, mais ça n'a pas été nécessaire à date. Malheureusement, dans plusieurs cas, à date, les détenteurs de licences sous enquête n'ont pas coopéré avec le collège et avec les enquêteurs. Et dans certains cas, cela a fait augmenter les coûts et a causé des délais. C'est une tendance que j'ai observée depuis le début. Cette année, le comité se sera rencontré 4 fois et aurait fait 2 nouvelles applications au comité de discipline qui n'a pas été encore mis public avec une autre plainte qui est encore sous enquête. Ils veulent travailler sur des nouvelles politiques qui viendront au conseil pour déterminer le cours d'action. Ils ont décidé récemment qu'ils demanderont au comité de gouvernance de ramener 2 nouveaux membres d'être 7 au lieu de 5 pour pouvoir gérer les conflits et alléger la charge de travail. L'autorité du comité de discipline est détaillée dans la loi, ce qui est utile. Ils doivent avoir une audition publique pour déterminer si un détenteur de licence a eu une mauvaise conduite. Donc, ils doivent faire toutes les auditions dans les 2 langues et par défaut, toutes les auditions sont faites par des moyens visuels et pourraient être diffusées sur YouTube pour que les membres du public y aient accès. Ça fait partie de notre engagement vers la transparence et la reddition de comptes. Donc, le conseil est conscient que le comité disciplinaire a 10 membres et ils ont participé à leur première rencontre le mois dernier. En plus des procédures, le comité de discipline a des rencontres en tant que comité complet pour considérer la politique, pour s'impliquer dans des formations continues et y avoir des discussions à huis clos pour dire tout ce qu'ils ont envie de dire et discuter les politiques qui s'en viennent. Donc, cette année, le comité disciplinaire s'est rencontré en janvier et en octobre et il planifie se rencontrer 3 fois en janvier 2024. Et il y a actuellement 2 demandes dans le comité disciplinaire qui ont été référées en 2022 à ce moment-ci de l'année. Donc, ces auditions sont cédulées pour le 27, 28 et 30 novembre. Vous êtes les bienvenus à venir les voir sur YouTube où ce sera diffusé. Donc, présentement, ils sont à l'étape de la pré-audition. Donc, le comité a référé 2 nouveaux cas et ce sera mis public avant la nouvelle année. Donc, le dernier point, c'est sur les pratiques non autorisées. C'est un point d'intérêt et de discussion pour les détenteurs de licence chez la CABAM. Donc, nous avons développé un processus à l'interne pour répondre aux préoccupations avec les pratiques non autorisées. À date, toutes ces plaintes ont été déposées par d'autres détenteurs de licence et non des clients. Donc, nous avons en place une approche concentrée sur le risque pour adresser ces enjeux. Des fois, à la surface, il paraîtrait que la personne fait une pratique non autorisée, mais lorsqu'on regarde les médias sociaux et leur site web, il est clair que les services qu'ils offrent ne sont pas les mêmes que ceux qui sont offerts sous la pratique d'un agent.
Et souvent, les personnes détenteurs de licence ne savent pas qu'est-ce que les non-détenteurs de licence ont droit de faire ou pas. Et c'est le sujet aujourd'hui de notre présentation. Nous allons vous donner une orientation claire là-dessus. Dans d'autres cas, notre enquête a démontré que les actions en fait portent à confusion et nous devons dire à l'individu qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou non selon la législation. Et si quelqu'un persiste à ne pas être un détenteur de licence et qu'il ne corrige pas leur marketing de la façon qu'on leur a dit de le faire, la cabane peut faire une injonction à la Cour fédérale. Une injonction à la Cour fédérale. Donc, lorsque nous faisons ce renforcement qui est coûteux, nous allons regarder le, la, la nuisance potentielle au public et nous allons faire une analyse de coût également. Donc, en 2022, nous avons reçu une plainte de pratique non autorisée qui est devenue un avertissement, qui s'est conclu par un avertissement. Et cette année, nous avons eu 8 demandes qui ont été déposées, certaines d'entre elles de façon anonyme, mais nous allons faire une enquête supplémentaire là-dessus. Donc, ceci vous donne une idée de la responsabilité professionnelle du début à la fin. Nous n'avons pas parlé du thème ou des tendances que nous voyons, mais ça a été des choses qui ont été soumises au conseil. Ça me fera plaisir de prendre vos questions. Léonora? Merci pour ce rapport excellent, Victoria, comme d'habitude. Donc, j'ai une question rapide sur ce que vous avez dit vers la fin par rapport aux plaintes sur les pratiques non autorisées. Vous avez dit qu'il y avait quelques plaintes anonymes. Donc, quand quelqu'un fait une plainte, est-ce que c'est confidentiel et pour combien de temps est-ce que ça peut rester confidentiel s'il y a des poursuites? Donc, j'imagine que si on va à la Cour fédérale, ça devrait être révélé, mais pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la façon que vous protégez l'identité des plaignants dans ces... Donc, est-ce que vous parlez d'une plainte de pratique non autorisée ou... Oui, spécifiquement de pratique non autorisée. On n'a pas le même devoir de confidentialité pour pratiques non autorisées. Ce ne sont pas les mêmes que les plaintes faites contre des personnes avec détenteurs de licence. Alors, c'est pour des personnes qui sont non détenteurs de licence. Alors, généralement, comme vous avez dit, à moins que nous devions aller à la Cour fédérale pour une injonction, mon enquête inclut habituellement faire des recherches sur d'évaluer les médias sociaux, les sites web et de faire une entrevue avec l'individu si je dois le faire. Et, et des fois, je dois aller voir le plaignant pour demander plus d'informations, mais ce n'est pas quelque chose qui deviendrait public, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas devenu public en termes de qui nous enquêtons, parce qu'on n'a pas de devoir de confidentialité envers les personnes qui sont non détenteurs de licence. Par exemple, si nous étions préoccupés, qu'on avait de bonnes preuves que quelqu'un nous ignore et continuait de se représenter de façon faussement, donc nous pourrions le mettre sur notre site web pour avertir notre public et les détenteurs de licence. C'est quelque chose qu'on a considéré, mais qu'on n'a pas fait. Oui, mais les émetteurs de la plainte eux-mêmes, je crois qu'ils auraient peur de subir des contre-coups. Alors, c'est pour ça que je parle de confidentialité. Oui, c'est une possibilité et comme je l'ai dit, nous révélerions jamais la source de la plainte. Ce n'est pas nécessaire, presque jamais ce n'est nécessaire parce que leur plainte est disponible au public. C'est soit comment quelqu'un fait son marketing ou se présente et qu'est-ce qu'ils font aussi en fait. Donc, s'il y a un client qui serait atteint, nous prendrions des étapes pour les protéger, mais nous n'avons aucune obligation de révéler la source de notre information à quelqu'un qui est non, qui ne détient pas de licence. On peut leur dire, voilà, votre page LinkedIn dit ça, votre site web dit ça, et c'est contraire à aux normes, alors vous devez arrêter. OK, merci pour la clarification.
Merci beaucoup, Victoria. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions pour Victoria? Donc, avez-vous des questions ou Victoria, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait dire par rapport à au rapport de communauté de programme? Il semblerait que c'est Jen la prochaine. À vous, Jen. Merci, merci beaucoup, Ruth. C'est bien de vous revoir. Donc, je vais vous donner un aperçu du travail du comité d'admission et ensuite nous ferons des rapports sur les programmes, un rapport détaillé sur ce qui se rappelle, sur ce qui se produit dans le domaine de la compétence. Donc, le rôle du comité, c'est d'aider le conseil d'admission d'atteindre ses exigences. Nous devons évaluer les compétences et les notes de passage pour les examens. Et un demandeur nous le demande, nous faisons une révision sous les règlements. Donc, en 2020, le 28 juin, on a eu deux demandes de révision. Aujourd'hui, le comité a revu 8 décisions du registraire et une était reliée à compléter 24 mois de formation supervisée. Donc, en mars 2023, nous avons aussi établi les normes d'approche pour les examens du mois de juin 2023. En décembre, le comité va faire un rapport d'audit. Nous avons voulu prendre l'esprit des principes d'admission justes dans nos politiques. Donc, les pratiques sont la justesse, la transparence, l'impartialité et l'objectivité. Le comité va donner les résultats dans le sommaire de leurs recommandations au Conseil en 2024. Un panel du comité se rencontrera en décembre pour avoir deux auditions sur l'admission. En 2024, le comité va révéler les notes de passage basées sur les approches d'établissement de normes et sur le profit de compétences dans la prochaine phase de leur initiative de compétences. Alors, je prendrai des questions sur le travail du comité d'admission. Donc, est-ce que tu veux continuer avec le rapport de compétences ou finir ta section? Est-ce que ça a du bon sens, ça? Oui, OK. Si on ferme ça, c'est correct, c'est parfait. Donc, c'est bon. Donc maintenant, je vais parler de quelques petites choses. Je vais donner un survol de la qualification, l'exemple de 2023, et je vais aussi fournir des mises à jour sur les compétences, les initiatives de compétences. Donc, 2023 est la dernière année d'administration de l'examen de qualification de patrimoine. Les brevets étaient administrés le 19 et 20 septembre. 57 candidats ont écrit partie A et 53 ont écrit partie B. Marketing est en cours de chemin. Les résultats sont cédulés pour être relâchés le 1er décembre. L'agent de qualification euh, était administré entre octobre 23 et 27. 70 candidats de papier A et 68 écrit article B, 28 ont écrit article C et 71 écrit article D. Les notes sont en cours de route et les résultats sont en cédulé pour être relâchés la première semaine de janvier. Un rappel, les candidats qui ont eu succès sur le 2023, l'examen 2023, sont éligibles pour s'appliquer à la licence numéro 1 et les candidats qui n'ont pas eu de succès sur l'examen de 2023 seront transitionnés vers le nouveau processus d'examen, en commençant avec les examens de connaissances de mars 2024. Maintenant, je vais faire un survol les compétences techniques des fondations professionnelles. Pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de survol clair de ce que les agents doivent être capables de faire de façon semblable. La façon de devenir un agent, l'accomplissement de 24 mois de formation et de passer l'examen de qualification et la nature de la qualification en eux-mêmes ont demeuré non changés pendant plusieurs années. Euh, la CAPAT ou la CABAM va travailler avec des agences, des corps d'agences qui sont bien
qualifiés et courants dans leurs connaissances en tant que nouveau régulateur. CABAM va vérifier les compétences et les exigences pour établir les améliorations qui doivent être rajoutées au système courant. On a commencé ce processus en 2021 et le travail est continu. La première étape était d'établir des standards clairs pour les compétences professionnelles que les agences de brevet doivent acquérir pour servir le client dans la forme de compétences techniques ou les agents pour des brevets. La qualification, l'examen de qualification était renversé au niveau de l'ingénierie pour les compétences et les connaissances qui étaient déjà évaluées. Avec cette fondation, on a travaillé avec des douzaines d'agents à utiliser le développement de traduction et de validation dans le processus pour créer les compétences techniques nécessaires. Au décembre de 2022, le comité d'enregistrement a approuvé ces profils et le comité a adopté en mars de 2023. Le développement les fondations professionnelles vont commencer en 2024 pour définir la profession, les compétences professionnelles qui doivent complémenter l'agent dans ses compétences techniques et le succès dans ses pratiques en tant qu'agent. En 2024, Caban va chercher la participation des agents pour créer le profil et va conduire une étude sur toute la profession pour valider avant son adoption. La connaissance, l'examen de connaissance va faire partie d'un nouvel examen de qualification. Je vais en parler un peu du travail qui a été fait sur les examens de connaissance. Ils sont basés sur multiples choix, des multiples examens qui sont là pour développer la connaissance de base et des compétences et identifier dans les profils de compétences. Au travers de 2023, on a travaillé avec 15 agences et 50 agences de brevets pour recruter, pour développer les items de 2024 pour les agents bilingues et les agents euh, bilingues vont faire la revue de ces items traduits. Chaque groupe a été sélectionné pour voir une diverses sections de la profession, incluant la langue, les genres, les pratiques, les localisations, l'environnement, les domaines de pratique et les arrière-plans académiques. Le développement, développer des questions basées sur les spécifications et on utilise les items, développer un guide et une vérification de liste, a reçu une formation de 3 heures faite par nos consultants psychométriques pour assurer la consistance et la standardisation. Les items ont passé au travers de plusieurs stages de revue rigoureux qui ont inclus la psychométrie et une superbe revue et une revue des homologues. Les items traduits ont été vérifiés par les agents bilingues et la revue bilingue ont demandé que les items soient adaptés à l'environnement culturel et que l'item et la forme soient également familiers aux candidats de l'anglais et de la population anglaise et française, pardon. Et particulièrement, on leur demandait de confirmer que chaque item dans les deux langues avait les mêmes significations, les mêmes langages pour comparables dans la difficulté, dans l'abstraction, et utilisant les mêmes formats, les emphases équivalentes à avoir les mêmes réponses équivalentes étaient à peu près de la même longueur. Aussi, on leur demandait de voir pour des changements qui étaient introduits par la traduction qui pourrait influencer un item dans sa difficulté, introduire un Q ou changer la structure d'un item qui affectait la complexité de l'item. Les examens sont pilotés la semaine prochaine, le 13 novembre, et les formes seront approuvées par un sous-groupe des compétences avant la fin de 2024. Les exemples exemplaires de 15 questions indépendantes ont été sélectionnés de l'item de banque de connaissances et représentent un exemple au niveau cognitif et des exigences qui sont mises dans les spécifications de l'examen. Ces échantillons sont dans le processus d'être publiés sur notre site Web et communiqués dans l'infolette de novembre. Maintenant, je vais fournir un survol des compétences, l'examen de compétences. Les candidats doivent passer l'examen de connaissances pour être établis comme éligibles et basé sur l'informatique et vérifier les agents dans les différentes compétences. Les guides, les examens, les composantes ont été développés en utilisant la psychométrie et les sujets, l'expertise qui inclut le soutien fourni par les agents de marque et qui étaient familiers avec les spécifications et l'examen du patrimoine et les guides alignés sur les spécifications et les cibles.
les compétences examinées par différents groupes qui vont être développés, le marketing et les examens vont être sélectionnés encore une fois pour représenter une diverse section croisée de la profession. Ces groupes vont recevoir la formation générale pour souligner les meilleures pratiques par écrit, utilisant le langage sans ambiguïté, naviguer les niveaux cognitifs et les vérifier, adhérer aux standards et mitiger les idées biaisées. Les examens exemplaires dans les années au priori vont être développés en utilisant ces guides. Ces exemples vont être publiés en 2024 pour assister la formation et comprendre la compréhension de cette composante de le processus de licence. Donc, on ne pourrait pas faire le travail qu'on a décrit sans avoir la participation et le soutien des agents euh, de brevets. Les douzaines d'agents ont participé dans différentes composantes de l'initiative de compétences et les examens ADAC. On ne peut pas exprimer assez de gratitude pour leur temps et leurs expertises dans le sujet. Pour nous assister avec la prochaine phase de travail, présentement, on recrute une autre douzaine d'agents qui développent l'examen de 2025 et participer dans les standards pour la connaissance de l'examen de connaissance de 2024 et participer sur l'examen et le groupe de consultation au futur. CABAM veut examiner les mérites et les défis de la formation de 24 mois et les examens de qualification pour voir s'il y a des améliorations qui peuvent être apportées dans ce système pour les superviseurs, pour voir si d'autres chemins peuvent bénéficier de l'écosystème du IP. Je suis heureuse de prendre des questions et sur les initiatives de compétences. Donc, ça, c'était fantastique. Jen, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions, mais vraiment, j'apprécie la couleur et le contexte que tu as apporté et fourni. C'était fantastique. Le prochain rapport, c'est euh, l'audit du risque. On a Sean et Judah qui sont là pour présenter tout autre commentaire que vous aimeriez voir là aussi. Je vais inviter mes collègues Sean de débuter. Sean, désolé, tu sembles être en sourdine. Est-ce que c'est mieux? Oui, parfait. Merci. OK. Le comité d'audit de risque se rencontre à 4 ou 5 fois par année et est composé de différents nombres du comité ici, assuré par Bob Plumondon. Et dans chaque réunion que nous avons un groupe de fondation d'activités qui inclut les revues des minutes et de la réunion avant. On fait la revue des finances internes que j'ai préparées, moi et mon équipe ont préparé de façon mensuelle et on a fait la revue aussi de la conformité de législation qui a trait à diverses opérations financières, exigences que CABAM doit suivre. Et à chaque réunion aussi, on lance 2 ou 3 euh, euh, problèmes qu'on va voir durant l'année. Et dans la dernière réunion où le rapport est venu, le comité d'audit de risque s'est rencontré en septembre et octobre, avec septembre étant vraiment concentré sur les quelques politiques qui sont venues dans le comité en septembre, donc la réserve qui amène au budget de discussion qu'on va voir bientôt. Et basé sur les recommandations de les comités. Ces 2 politiques ont été approuvées par le comité en septembre et sont maintenant en circulation. Aussi, dans la réunion de septembre, on avait une discussion générale sur le budget, les hypothèses, la planification qui irait là dans les prochaines réunions et dans le travail que nous allons discuter aujourd'hui. Et on a passé du temps aussi durant l'été de regarder le risque, les cartes. On a fait un rafraîchissement là aussi en septembre pour simplement faire une vérification pour voir ce qui avait changé. Les réunions d'octobre étaient un peu plus difficiles, lourds. On a fait la fondation normale, la revue des finances, mais aussi on a regardé la première ébauche du budget, des documents de budget qui avaient été préparés, qui ont été discutés ou qui vont être discutés aujourd'hui. On a aussi parlé de les auditeurs externes dans les dernières années et vous allez voir dans un résumé pour une recommandation pour eux aussi. Donc, les réunions ont tendance à être à 2 heures, habituellement 2,
possiblement une ou deux par trimestre et aussi habituellement avec un peu plus de poids dans le printemps lorsqu'on passe au travail de l'audit de fin d'année et dans l'automne et dans l'hiver, on regarde les budgets. Et ça, c'est la mise à jour rapide. Oh, et des questions, bien sûr. Bonjour, Sean. Merci beaucoup pour ce rapport. J'avais simplement quelques questions sur la carte d'inscription qui vient, le document qui vient souvent au comité. Ça l'aide à informer le comité de les risques relatifs et ce qui s'améliore et des fois ce qui arrive comme un nouveau risque potentiel à l'organisation. Et j'ai informé le personnel aussi. Bon, à quelle fréquence est-ce que l'audit et ce comité fait la revue? Bon, on fait une revue très détaillée durant l'été. On planifie une plus longue réunion de travail. On passe au travail les top 20 items sur la liste et ensuite, on fait rapidement euh, une revue moins euh, lourde durant l'automne ou en janvier. Et ensuite, ça, c'est apporté au comité au moins à chaque deuxième réunion avec les mises à jour durant moi-même et le personnel. Euh, pour les deux documents. Donc, on la regarde au moins une fois par trimestre par le comité. C'est bon, merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions pour Sean avant de progresser à la prochaine partie de la gouvernance, le rapport de gouvernance? Il semblerait que c'est tout. Merci, Sean, pour cette présentation. On l'apprécie. Karim, à toi maintenant, en tant que président de la gouvernance. On s'est rencontrés en octobre. On avait la bonne fortune d'avoir Leonora qui se joint à Amber et moi. Et Pierre Callan, qui est un membre aussi. On avait la bonne fortune d'avoir Victoria qui a passé au travers de tout ça. Euh, le travail et les procédures qu'on essaie de discuter il y a des mois, comme on se souvient, pour essayer d'ajuster ces procédures et que ce soit un petit peu plus robuste. Notre réunion s'est concentrée sur Victoria avait préparé un mémo pour nous et avait des ébauchés pour nous. Donc, on n'est pas tout à fait prêt pour présenter ça au CA pour la revue, mais on était très, très proche et je crois que ça va être beaucoup plus euh, facilement navigué comme document pour les membres du CA et en termes de revue, en termes de ce qu'on on pratique et les procédures pour le CA aussi. Nous avons une discussion autour de l'éducation continue pour le CA et le personnel et un processus d'évaluation pour le PDG pour faire la revue au niveau du comité de gouvernance. Je ne sais pas si Victoria, tu avais quelque chose à rajouter en termes de les politiques, les procédures, mais je crois que c'est bien formé à date. Et vraiment, on a beaucoup d'engagement de tout le monde sur ce comité. Donc, si vous avez des questions, je crois que c'est tout pour mon rapport. Merci beaucoup. Merci, comité de gouvernance, pour tout ce travail. C'est important. La gouvernance est tellement une fondation de tout bon CA ou toute bonne organisation. Donc, merci beaucoup. Donc, le prochain, c'est on a partie prenante, un engagement de partie prenante, un rapport section où Judah va nous parler un peu de l'expérience que nous avons à la conférence annuelle et Jen va nous parler un peu du CINAR. Donc, à toi, Judah. Léonara, vous avez une question. Est-ce qu'on a sauté le numéro 6, qui est le rapport de Victoria sur le programme de la responsabilité professionnelle? Non, Victoria a inclus ce rapport. C'est inclus dans le rapport de Victoria. OK, super. Alors, c'est à vous, Judah. Comme vous le savez, pour que la CABAM ait du succès, nous devons continuer de travailler avec nos parties prenantes et de travailler de la façon la plus efficace que possible avec nos détenteurs de licence, avec les innovateurs canadiens en général et aussi avec le gouvernement. Et nous devons également être en mesure de travailler de façon efficace avec d'autres régulateurs, de faire de la régulation en duo, double avec nos professionnels et aussi d'apprendre
sur nos meilleures tendances et de s'assurer qu'on continue de suivre une politique réglementaire qui est en tête de file. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement avec Epic et avec plusieurs de nos détenteurs de licence. À Winnipeg, il y a eu une conférence annuelle à haut succès. Ça m'a fait plaisir d'être joint par différents directeurs et par Anne à cette conférence. Donc, c'était bien de voir la diversité dans la profession des marques de brevets et des marques de commerce. Ça a été très inspirant de voir la profondeur de connaissances et de la passion des volontaires chez Epic qui continuent de livrer des programmes excellents pour leurs membres. Ce fut un moment merveilleux pour dialoguer avec les chefs d'Epic et aussi de partager des mises à jour avec les régulateurs. Il y avait beaucoup de bonnes discussions dans les couloirs durant les périodes de repas et j'ai pu entendre parler de nouveaux agents de brevet qui disaient que nous avons besoin de cette éducation continue. Nous avons besoin que ça fasse partie intégrante de ce que nous faisons pour maintenir notre niveau de compétence au fur et à mesure que nous exerçons notre profession. Nous avons parlé avec les gens par rapport à l'inclusion dans la profession et dans les différents milieux de travail dans lesquels nous retrouvons nos agents. Il y a eu tellement de moments comme ça quand nous avons pu apprendre durant cette séance. L'une des parties de notre message qui a été bien reçue, c'est que nous aurons vraiment besoin de la profession pour faire le travail important qui s'en vient. Et nous avons toujours regardé la profession. Avec une seule exception, nous avons toujours demandé de l'aide à la profession du début à la fin pour établir un bon code de conduite, établir une bonne approche pour l'assurance professionnelle et la responsabilité professionnelle, de mettre en place nos comités, nos calendrier, de mettre en place nos examens, notre profil de compétences. Nous nous sommes toujours fondés sur les commentaires de la profession, sur le- s- sur l'appel à nos professionnels. Plusieurs individus pourront s'impliquer et d'autres associés comme EPIC pourront partager leurs commentaires et ce sera pris en considération. J'ai partagé les détails des circonstances exceptionnelles qui ont mené à au fait que nos règlements ont dû être publiés sans avoir une consultation. Donc, on a expliqué le contexte et notre besoin de maintenir une stabilité financière pour être en mesure de continuer de grandir et de rencontrer nos différentes exigences réglementaires. Et généralement, ça a été bien compris et bien reçu. Et je crois que ça a aidé que les gens entendent dire que ce n'est pas comme ça que nous voulons faire les affaires normalement, que nous allons avoir habituellement de plus grandes périodes de temps avant de se mobiliser sur des éléments clés. Ça aussi, ça a été bien reçu. Nous avons vu qu'il y avait certains aspects. Notre budget est transparent et lorsque nous publions nos états financiers, il y a certaines personnes qui demandaient d'obtenir plus de clarification sur des secteur particulier de la façon que nous dévoilons l'information financière, mais l'une des choses vers laquelle nous travaillons, c'est de s'assurer qu'il y ait une plus grande clarification sur les coûts associés au travail des comités. Certains de ces travaux sont des travaux réglementaires et certains sont des travaux au niveau de la gouvernance. Donc, nous désirons séparer ces deux aspects pour comprendre un peu plus où tombent les coûts et nous allons aussi inclure nos consultants que nous incluons, je ne dirais pas comme des employés, ce sont des contracteurs, mais qui dédient une quantité significative de temps dans des rôles à temps partiel au nom de la CABAM. On va mettre ça sur une ligne au niveau des employés. Comme ça, les gens comprendront mieux d'où découlent nos coûts pour le personnel. Donc, à date, c'était bas. Mais il y avait des questions à savoir pourquoi les consultants coûtaient si cher. Mais nous aimerions que les gens comprennent que certains de ces consultants font partie de notre travail quotidien opérationnel et pour les autres consultants, nous pourrons étayer un peu plus ou ventiler les coûts. De cette façon, notre public verront que notre plus grand coût au niveau des consultants
mis à part ceux qui sont nos employés, sont des conseils juridiques experts externes. Ce sont des agents de pays. Ça inclut aussi les avocats. Et c'est principalement relié à notre travail d'enquête et de discipline. Donc, ce sont des points importants au niveau de la réglementation et c'est plus efficace d'avoir accès aux compétences, aux besoins, cas par cas. C'est mieux de faire ça plutôt que d'embaucher un avocat à temps plein sur notre cycle salarial et nous commençons à comprendre le volume de plaintes que nous pourrons recevoir et nous aurons besoin d'experts particuliers sous forme de consultants pour défendre un point ou peut-être aller vers peut-être aller vers la Cour fédérale ou nous donner des opinions d'expertise légale. Donc, c'est un bel exercice d'apprentissage. Nous entendons les commentaires et nous nous ajustons au fur et à mesure que nous avançons. Donc, je vais donner à Jen le reste du temps, mais j'étais tellement enthousiaste de voir Jen en action. Ici, c'était une vidéo préenregistrée, mais il y avait 700 personnes qui l'ont regardée et 700 personnes l'ont regardée en ligne aussi. Donc, nous avons été vraiment en mesure de partager nos enseignements et d'autres régulateurs à travers le Canada ont pris des notes et sont restés en contact avec nous sur certains des points qu'on a été en mesure d'accomplir. Il y avait certainement des avantages significatifs d'être en mesure de partir de zéro et de faire un régulateur numérique en premier et à distance à travers le Canada. Donc, la prochaine conférence sera à la capitale nationale. Nous espérons que nous pourrons mobiliser les gens de façon active à cette conférence également. Mais Jen, pouvez-nous donner un aperçu des messages clés que vous avez livrés? Et notre conseil a peut-être pas entendu vos remarques et nous n'avons pas été en mesure d'être là à la conférence. Je crois que ce serait avantageux pour ceux qui n'ont pas été là et pour notre public en ligne d'avoir une idée des messages clés que vous avez partagés. Jen? Merci, merci beaucoup, Judas. C'est un plaisir d'être à la conférence EPIC et de parler à plusieurs agents. C'était également un plaisir de participer dans, d'être à cette conférence 2023 à Vancouver. Donc, comme Jen l'a dit, c'est une opportunité importante pour que la CABAM puisse partager son expérience dans la construction d'un régulateur moderne et de le partager avec la communauté des régulateurs. Donc, j'ai expliqué les éléments fondamentaux à la pré-conférence qui couvrait les mandats des régulateurs, la gouvernance, les pratiques, la conduite professionnelle et la voie du régulateur. J'ai présenté le segment sur la pratique de qualité. Donc, ceci a été développé par le personnel et les membres du conseil qui étaient nouveaux à la régulation professionnelle et j'ai donné des détails sur les pratiques à distance de régulation au niveau de la compétence et à travers la pratique professionnelle. Durant la conférence, j'ai animé un panel sur la mise à l'échelle de votre organisation pour la croissance. J'avais partagé les messages clés que j'ai partagés avec ce groupe durant la présentation. Donc, j'ai dit que les organisations devaient être créatives, flexibles pour identifier les besoins en termes de RH et de combler les écarts à la croissance. D'avoir la flexibilité de mettre à l'échelle le travail aux besoins nous donne l'opportunité de grandir et de garder les lumières allumées en même temps. J'ai expliqué que de bâtir un régulateur de zéro et de faire partie des mesures initiales demande une grande gamme de compétences complémentaires. Les commentaires, les rétroactions de différentes perspectives, c'est ce qui nous a permis de bâtir et de mettre en œuvre nos cadres, nos systèmes, nos politiques de la façon la plus efficace que possible dans une si courte période de temps. En fait, on n'avait pas une culture au tout début parce qu'on n'avait rien au tout début. Comme Sean Crowell était rencontré, l'équipe a grandi. Chacun de nous, on savait à quel point c'était important d'établir le bon ton dès le début et on l'a fait de façon intentionnelle. Nous reconnaissons la diversité et est important pour créer la créativité et régler les problèmes et la meilleure prise de décision et d'embrasser la diversité dans les expériences professionnelles. Ça nous a fait de nous une organisation d'apprentissage où on partage des histoires, des défis et des réussites personnelles et professionnelles.
et qui nous encourage tous d'apprendre des succès et des échecs de chacun. Même si on apporte notre propre expérience à la table, nous espérons, nous avons une perspective holistique, on a le sentiment de les responsabilités et redevabilités jumelées avec une compréhension profonde à comment que nos rôles peuvent contribuer au bien de l'organisation et notre protection publique. Comment on réussit notre mandat vient des leaderships inspirés du début. Nous avons un bon sentiment de l'importance et de la responsabilité installée dans le travail qu'on fait au niveau micro et macro. Au niveau micro, on crée la stabilité, la constance, la cohérence pour les agents et leurs clients. Au niveau macro, on contribue à l'innovation du Canada et leur stratégie faisant partie d'une structure qui a été créée pour aider à protéger les propriétés intellectuelles canadiennes. J'ai partagé que le respect, la gentillesse, la collaboration, l'honnêteté et l'humeur font partie de nos clés pour encourager et amener la sécurité de créer un environnement productif et créatif. J'ai parlé de comment que les organisations, les structures de capacité sont interdépendants et mutuellement renforcés dans ces facteurs qui vont former l'identité et la performance de l'organisation. Et en tant que régulateur pour la croissance, ils ont besoin de penser à la capacité, comment elle influence la conception et l'efficacité de les structures. La structure bien alignée, la capacité peut aider l'organisation à réussir son mandat. Nous avons créé, on a pu maintenir relativement une organisation assez plat où il y a pas beaucoup de gestion, de couche de communication entre l'équipe et le personnel parce que à cause qu'on encourage la capacité pour le leadership et la performance de leadership et qui est motivationnelle et nous permet d'être efficace et répondre rapidement. J'ai partagé aussi l'idée de budget, durabilité, technologie de collaboration. Et j'ai pu être présent dans plusieurs sessions, même si je présentais beaucoup de sessions. J'étais présente dans des sessions aussi et concentrée sur l'assurance qualité, les réglementations de base, les réglementations informées sur le traumatisme, les relations entre le professionnel et la psychométrie. Et les cas récents dans la loi de réglementation. Donc, c'est une conférence fantastique, une belle expérience et je suis heureuse de partager ces messages avec vous dans la communauté de réglementation et la revue. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, Jen. Vraiment, on est vraiment chanceuse de t'avoir parmi nous. Question pour Jen. Avant de rentrer dans la prochaine section externe à propos d'appointer les auditeurs externes, c'est votre chance de parler à Jen ou parler des auditeurs. OK, c'est bon. Jen, merci beaucoup. Il semblerait que tu avais une question pour Jen. Oui, en fait, c'est un commentaire. J'aimerais te féliciter, en fait, te démontrer que le comité et moi, en tant que membre du comité, l'appréciation que nous avons pour la haute qualité de professionnalisme, de travail que tu apportes à la table, et particulièrement pour ta dédicace. Et Julia est inclus, bien sûr, mais ça ressort de meilleur de classe et l'humilité derrière ça aussi est extraordinaire et inspirant. Une fois, à un moment donné, on va s'y rendre. On est avec toi, Jen. Merci. Merci beaucoup. Donc, très bien dit, Élise. Merci pour ça. OK, bon, merci beaucoup, Jen. La prochaine section sur l'ordre du jour, c'est l'appointement de nos auditeurs. Donc, je vais commencer par demander pour une motion d'être placée sur la table et ensuite, nous allons discuter cette motion, la motion. Donc, que ce soit résolu, le comité va appointer Grant Thornton LLP comme auditeur externe pour CABAM 2023, l'audit de fin d'année. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va seconder? Je vois Élise et je vois Tom. Merci. Donc, cette motion est maintenant là. On ouvre ça pour la discussion. Et donc, Sean ou Judah, si vous aimeriez fournir d'autres informations additionnelles aux commentaires au-delà de ce que vous avez déjà fourni au CA dans les matériels. Donc, sentez-vous libre. Sean, y a-t-il quelque chose que vous voudriez rajouter? Bon, rapidement. Bon, une mise à jour via l'arrière-plan. L'équipe Grant Thornton à Halifax a été avec nous depuis sa création, que Kebam est allé en live de juin 21. Où les auditeurs, les seuls auditeurs qu'on a connus d'un point de vue organisationnel, et ils ont été vraiment, vraiment bons pour travailler avec et ils ont pu rencontrer les échéanciers très serrés depuis qu'ils ont rentré dans les dernières années. Voulant dire qu'on
notre échéancier pour avoir les papiers signés et le rapport annuel et les rapports additionnels qui vont avec ça doivent être au ministre avant la fin de mars. Et pour un audit avec décembre le 31, c'est beaucoup un grand détour. Donc, personnellement, j'étais vraiment heureux avec leur service. Et nous avons parlé au travers de tout ça avec le comité d'audit. Nous apportons cette motion de l'avant encore pour les appointer pour cette année à la fin de décembre. Merci beaucoup, Sean. C'est un bon contexte additionnel. Donc, la motion est sur le plancher. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pour d'autres discussions additionnelles? J'en vois aucun. OK. On appelle un vote sur cette motion. Tous en faveur? Merci beaucoup. Quelqu'un opposé? OK. Cette motion est portée de l'avant. Merci tout le monde. Le prochain item sur l'item, c'est la vôtre aussi, Sean. C'est un préliminaire, discussion préliminaire sur le budget, les faits saillants et l'approche pour 2024. Et ensuite, septembre le 30, les états financiers, les faits saillants et la conformité législative dans le mémo qui sont à l'intérieur de cette même section. Donc, à toi, Sean, pour fournir tout commentaire coloré ou du contexte que tu aimerais rajouter dans la conversation ici. Avant de débuter, Sean va avoir des diapos qui vont nous guider au travail pour guider la discussion et pour ceux qui regardent, nous allons les rendre disponibles en ligne après, après la réunion. Bon, c'est un travail en progrès, ils seront disponibles à voir et pour guider. Mais avant de rentrer dans les finances, je peux parler simplement brièvement sur le côté conformité législative. Nous sommes en conformité avec tous les domaines clés. La liste de vérification nous donne, donc il ne devrait pas avoir aucune préoccupation là. Il y a un problème par rapport à notre langue officielle, la conformité de la langue officielle. Comme vous allez voir, nous étions assujettis à une plainte et en fait, avec une bonne raison, au tout début du collège, en fait, nous n'étions pas sûrs comment en tant que régulateur indépendant, rencontrer les exigences de langue. On a cherché le commissionnaire officiel de la langue et il y a eu un suivi, un travail qui a été fait de façon diligente pour s'assurer que nous rencontrons l'acte, les exigences des actes de langue. Nous avons fait toutes sortes de diligences pour voir améliorer le service et que nous continuons à avoir une offre active en tant que principe. Et lorsqu'on travaille dans les deux langues officielles et qu'on rend ça clair au public qu'on peut le servir dans les deux langues, étant donné qu'un exemple de détenteur de licence ou un plaignant ou un membre du public qui a une question, il y avait des suivis du bureau de la langue officielle de la langue sans beaucoup de problèmes. Il y avait un peu de perdu en traduction, si on veut. Maintenant, on sait ce qu'ils recherchent de nous à inclure dans nos rapports. Nous sommes en train de mettre nos rapports à jour et nous l'avons fait. Nous croyons que nous sommes conformes maintenant. Nous croyons que nous allons avoir une mise à jour du OLA, le commissionnaire, pour nous en ficher qu'on est conforme. Et s'il y a d'autres travaux qu'ils ont identifiés qu'on a besoin de faire, nous allons en prendre soin. Mais une problématique, par exemple, c'était qu'ils cherchaient la preuve de formation. Et j'ai fourni ce qu'on a envoyé les deux les membres du personnel qui n'étaient pas bilingues. Donc, le reste de l'organisation parle en français. Et on dit que ça, c'est merveilleux. Mais ce que nous cherchons, c'était le plan de formation. Euh, donc, nous avons partagé avec eux ce plan de formation, ce que c'était, et c'était simplement un manque de compréhension de ma part. Donc, je prends la pleine responsabilité pour ça et je me suis engagé avec eux d'essayer de clarifier le tout. Donc, c'est un problématique que vous allez voir dans les plaintes, mais je crois qu'on est sur le bon chemin maintenant et aucun des rapports du tout a un impact sur nos efforts continus pour s'assurer que tous les services sont disponibles en anglais et en français. Aucun de ces changements dans le rapport va avoir un impact sur cet engagement qui a été mis en place depuis un temps maintenant. Et donc, c'est pour le comité à ce point-ci. Donc, merci beaucoup, Julia. C'est vraiment utile. OK. Bon, Sean, à toi maintenant. OK. Donc, pour la logistique,
Est-ce que c'est plus facile pour moi de partager mon écran pour faire le PowerPoint? OK, parfait. J'espère que vous pouvez voir le PowerPoint maintenant. Laissez-moi savoir, voir s'il y a quelque chose de manqué parce que vous ne savez pas, en fait. Mais voilà. OK, on va passer au travail à un haut niveau, le budget, les hypothèses que nous avons à date. Et ça, c'est basé sur le travail que nous avons fait dans l'été avec le personnel et on a amené tout ça de l'avant avec des détails et de la planification dans le comité de risque à la fin de octobre. OK. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, arrêtez-moi en cours de chemin. Moi ou Judah peuvent se joindre. On veut s'assurer que ce soit aussi interactif que possible. Donc, laissez-nous savoir. OK. Donc, très semblable à l'année passée, on a 5 étapes dans le budget. Donc, habituellement, en août-septembre, je commence à recueillir beaucoup de ces données, l'inflation et de travailler avec les autres membres du côté CABAM pour voir quel programme pourrait devenir un nouveau ou prendre fin ou changer pour la prochaine année. Et ensuite, on regarde le budget de l'année passée. On commence à voir les changements qu'on peut apporter à tout ça ou prédire qui vont arriver. Et donc, la prochaine boîte, ça va au comité d'audit en octobre pour le premier survol. Et comme l'année passée, il y avait des suggestions qui ont été faites sur des choses qu'on devrait ajuster ou changer, ou même changer la présentation. Donc, ça, c'est arrivé à la fin d'octobre. Ensuite, la boîte du milieu, c'est aujourd'hui, donc c'est où on passe au travers la première ajustement du budget, le premier ébauché. Et après cette réunion, on va prendre des suggestions que ce groupe va avoir et inclure tout ça dans les ajustements qui ont été ajoutés depuis le comité d'audit de risque s'est rencontré. Et pour la fin de novembre, nous allons retourner avec une deuxième version du budget avec une recommandation pour apporter tout ça au comité dans la réunion qui est là devant nous, avec le comité. Et toutes les choses étant égales, il va y aura une vote et une recommandation pour approuver pour 2024. Donc, l'année passée, en fait, nous planifions de commencer à avoir des budgets multi-années. Ce budget va être un peu différent où nous allons voir le plus de colonnes de futur rajoutées dans le budget, quoi que ça pourrait ressembler, mais maintenant, on est dans la planification de 1 an. OK? Donc, d'autres points de haut niveau autour du budget, ce que nous, on essaie de réussir. Donc, la première note, c'est que le budget que nous présentons aujourd'hui a une contribution à nos réserves, qui veut dire qu'une fois qu'on prend les revenus moins les dépenses, il nous reste entre 350 000 à 400 000 de fonds pour la contribution aux réserves financières, les deux réserves dont nous allons parler dans un instant. Encore une fois, nous avons une réserve de 100 000 pour les dépenses, mais à nouveau cette année, pour 2024, nous avons rajouté une réserve supplémentaire de 100 000 pour les revenus dans le côté budget. Et je vais explorer tout ça aussi, mais c'est une nouvelle addition pour cette année. Et ensuite, une, une grande chose dont on va parler aussi, c'est en avril, les règlements ont été changés pour augmenter la classe 1, la cotisation des titulaires de permis de catégorie 1 de 800 en vertu des règlements administratifs. Donc, il y a une augmentation aussi pour les titulaires qui ont double licence aussi. Ça passe de 50 de réduction sur la deuxième licence, mais ça monte de 500 jusqu'à 900 pour 2024. Et pour l'année passée, on n'anticipe pas une croissance. En fait, on voit une petite réduction dans la croissance prévue de la taille de la profession minime, voire nulle, qui vont rentrer encore dans le groupe.
Donc, vraiment, la réalité fiscale ou financière, vraiment, c'est de un plus haut niveau survol des items dont on parle. Donc, nous avons budgété de manière prudente une réduction à court terme de 10 à 15 un transfert d'émissions du nombre d'agents de classe 1 à raison de l'augmentation des frais. Cette augmentation qui se transfère à des statuts de non pratiques et on croit que ça peut être un résultat de démission d'agents au cours de la prochaine année. Euh, Laisse-moi simplement rajouter ici quelque chose que c'est conservateur en termes de comment nous avons budgété le tout. Et ça, c'est pour des raisons de budget. Ce n'est pas nous qui dit qu'on s'attend que ça va arriver. C'est nous qui regardons les membres courants et reconnaissant que nous savons que ceux qui font ce travail exclusif sont ici à long terme et où ce travail est une partie centrale de la profession. Les services professionnels, ils ont tendance à demeurer et ont déjà demeuré malgré les augmentations de coûts pour avoir de l'assurance professionnelle. Euh, pour plusieurs, c'était des nouveaux coûts où le coût d'être assujetti à des réglementations professionnelles. Donc, nous avons fait cette cartographie de risques où nous avons parlé avec ceux dans la profession. Nous sommes engagés à regarder comment d'autres corps de réglementation ont regardé une décroissance l'introduction de ces réglementations professionnelles, les exigences telles que l'assurance ou l'augmentation de frais. Et en tant que c'est normal, une attente, un chemin attendu, comme un formel, un moderne, une réglementation moderne, une structure moderne, c'est créé pour une profession. Mais typiquement, ce qu'on voit, c'est qu'une croissance après. Donc, c'est la trajectoire et ce sont des estimations conservateurs étant donné qu'on doit vivre dans nos moyens. Et donc, on fait attention ici. Mais ce n'est pas l'intention d'être pris euh, comme notre réduction probable. On essaie de faire un budget conservateur ici. Exactement. Merci, Julia. Donc, on va parler de plus en plus au courant du mois prochain des frais d'augmentation et où les fonds vont aller, mais vous allez voir que l'augmentation des frais était nécessaire pour capable de non seulement être durable dans nos opérations, mais de couvrir les vrais coûts de la réglementation et de construire ces réserves dont nous avons parlé, qui sont tellement importants, non seulement comme un fonds au cas où, mais de couvrir les coûts que les réglementations peuvent faire face à tous les ans. Victoria et moi, on a vu de notre passé ensemble où une année peut effacer complètement une grande réserve. Donc, c'est vraiment une clé d'avoir ces fonds mis de côté pour assurer la longévité de l'organisation et de la réglementation. Et comme tu l'as mentionné, nous avons vu à peu près 5 de réduction en classe 1 d'agents. Et donc, c'est pour cette raison, encore une fois, on est très conservateur avec nos membres ou pas avec les membres, mais plutôt avec les agents pour l'année prochaine. Donc, je vais mentionner les réserves. Si vous vous souvenez, en septembre, dans la réunion, on a parlé, on a démontré les réserves qui ciblent la préparation d'une réglementation professionnelle et on a ciblé ça à 750 000 et aussi une opération, une réserve d'opération basée sur 6 mois de coût d'opération. Donc, on voit le fonds d'opération est 1,4 million qui représente la moitié d'une année de coûts de dépenses d'opérationnel et avec les réglementations professionnelles, c'est sous 2,2 millions. C'est vraiment important de noter que même si le budget tel que nous l'avons étalé ici, entre 350 à 400 000 de contribution de surplus dans la réserve de 2024, mais ça nous amène seulement à 686 000 de réserve, qui est encore à peu près 1,5 million plus bas que notre cible initiale de 2,2.
Donc, c'est dépenser de l'avant, si on regarde à 400 000 par année. Donc, ça va prendre à peu près 3 à 5 ans à complètement développer ces budgets ou développer les réserves sur une ligne droite stratégique. Donc, dans le budget ou pour le revenu et les côtés revenus, tel que mentionné, la classe 1 le fait augmenter à 1800 avec des agents doubles de 2700 et on a augmenté aussi une classe 2. Une licence enseignement classe 2 n'était pas actif ou non pratiquant. On a changé ça à classe 4 et institué cette nouvelle classe 2 qui est des agents qui est pratique et ne sont pas obligés de se présenter euh, au, au PIC. C'est un frais un peu plus petit pour ceux qui font partie de ce travail qui inclut la présentation au PIC. Donc, comme bien mentionné, 2024, on va voir l'introduction d'un nouveau groupe d'examens, donc la nouvelle connaissance, nouveaux examens de connaissances théoriques au printemps, examen des connaissances appliquées à l'automne. L'augmentation des frais d'augmentation compensera partiellement à la hausse des coûts du programme. Évidemment, il va y avoir des coûts, mais aussi un peu plus de revenus augmentés pour assez d'ajuster les coûts et de malheureusement les coûts pour l'année prochaine euh, dépassent le revenu. Donc, c'est pas pour faire de l'argent, c'est plus un modèle de récupérer les finances. Donc, nouveau pour le budget de 2024, nous allons budgéter des revenus d'intérêt avec la politique d'investissement maintenant, les surplus d'argent que nous avons plus tôt dans l'année dans les frais que nous avons reçus et l'investir dans des GIC pour 2023. On a pu avoir un GIC avec moins de 5 qui est très haut, en fait. Donc, on a budgété à peu près de 2500 euh, pour l'année prochaine. L'intention étant qu'une fois qu'on collecte les frais en février-mars, aussitôt que la saison est finie, on pourrait augmenter le CPG et donc le 100 000 de contingente dans le revenu. Vraiment, c'est pour parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en entour de l'année prochaine et les chiffres de l'année prochaine. Donc, on a rajouté ça là aussi comme un coussin. Maintenant, le diagramme Pac-Man. Donc, c'est une visualisation des différents domaines de revenus. Et vous allez voir, parce que Kabam, c'est blanc, donc rouge, c'est la couleur principale. Donc, ce n'est pas un gros Pac-Man jaune, mais la classe 1, les frais font à peu près 86 des revenus. Et là, ce que vous rajoutez, la classe 2, 3 et 4, en fait, c'est 90. Ensuite, suivi par les frais d'examen et sous 200 000 pour 6 et ensuite des applications, des frais d'application et autres, euh, les intérêts dont je viens de parler. Bon, du côté dépenses, quelques petits changements. Ce côté-ci. Donc, le plan, c'est la discussion alentour de des changer les conseils d'administration et comités de réglementation pour avoir des plus longues réunions, moins nombreuses, mais plus longues. Moins de coûts, mais plus de coûts de réunion. Bon, on a vu aussi une grande augmentation dans le nombre d'investigations et le travail qui a été fait, qu'on fait dans ce domaine. Donc, on a budgété une augmentation pour les comités de discipline et d'audience, pour euh, les coûts, les augmentations de nombre, de la complexité des cas présentés au collège, et que ce soit les coûts de traduction, les coûts du comité, l'interprétation et la documentation, ces genres de domaines. Les inscriptions, bon, l'examen de compétences, poursuite de l'évolution du programme et examen supplémentaire. Donc, les dépenses ont augmenté pour faire ces examens aussi de construire, continuer en 2025 et dans le futur. Ensuite, les salaires et les avantages sociaux. Julien et moi, on a travaillé avec les consultants RH pour voir les salaires pour l'année prochaine et où le marché va et où le personnel doit être payé. On a
vu des augmentations des taux du marché et soutien supplémentaire pour les programmes, et de rajouter une portion ou un autre membre avec, pour aider avec les inscriptions et d'autres domaines aussi qui ont été construits là. Bon, les coûts, services de traduction et d'interprétation, on voit l'augmentation au recours des services de traduction et d'interprétation en simultané. Notre matériel aussi sont traduits en français et en anglais dans les deux langues officielles. Et encore avec l'augmentation, euh, avec le travail de Victoria sur le côté discipline et le côté Jen, c'est l'inscription, les matériels doivent être traduits dans les deux langues aussi, donc on voit une augmentation là. Et ensuite, pour les communications, les parties prenantes, les groupes, il y a un plan pour faire plus de contacts potentiels des groupes de conseil pour entendre directement les professionnels et travailler plus étroitement avec eux. Et ensuite, le plan de contingente, la réserve semblable à celle des années précédentes. Donc, c'est semblable à les années d'avant. Ensuite, un autre tableau semblable aux revenus. La charte des revenus. Celle-ci est un petit peu plus étendue, mais les dépenses au budget, les salaires, les avantages et le personnel, tout ça, bon, c'est à peu près 40 les deux grands groupes, la discipline et les inscriptions avec les examens et les compétences. Et ensuite, on aurait un autre gros morceau, bien sûr, c'est les comités de réglementation, le CA. Et avec ce groupe, il y a des coûts pour administrer les réunions et les rémunérations payées pour le temps passé. J'aimerais dire que c'est intéressant que déjà, on peut voir beaucoup de ce tableau et passer à faire le travail sur les programmes et le côté réglementation. Souvent, on voit les réglementations, les salaires, bien sûr, ils soutiennent tout ce travail. Typiquement, sont alentour de 50 du budget. Et donc, on a pu garder le salaire un peu plus maigre, euh, même dans un plus petit budget. Il y a beaucoup plus qui est fait pour avancer. Pardon, il est en sourdine. C'est le côté budget. Et ensuite, c'est ici, c'est un survol très haut pour le budget de 2023 et la comparaison de 2024. Vous allez voir les grands domaines qui changent, je vais souligner. Donc, les frais de licence passent de 2,1 millions, c'est une augmentation de 50 à 3,2 millions. C'est dû au changement dans les taux, dans les règlements. Les frais d'examen vont augmenter d'à peu près 25 à comparer au budget. La prévision, en fait, est beaucoup plus bas que 150. Donc, lorsqu'on regarde les 200 pour l'année prochaine, on regarde, comme Jen a dit, euh, on a regardé les chiffres anticipés de licence dans le printemps et ceux qui vont aller vers l'automne. La chose intéressante aussi, le plan de réserve aussi. Et bon, les plus grands changements dans les dépenses dont j'ai déjà parlé, les salaires, les disciplines, les réglementations, on voit les coûts ont augmenté de 2,90 à 4,75, mais les frais ont passé de 150 à 200, donc l'augmentation du côté des coûts est beaucoup plus grand que le revenu. L'administration, conseil d'administration, comité réglementaire, le personnel, les ressources, les voyages, l'audit, l'assurance, dépréciation, des choses de cette nature. On avait une augmentation là d'à peu près sur le voyage, le personnel, le soutien surtout incluant le voyage dans des réunions et d'autres formations de programme. C'est pour le personnel et d'autres. On voit les frais de traduction ont augmenté aussi de 65 à 115. L'intérêt et les frais bancaires ont monté aussi parce que nous avons, les frais ont augmenté. La portion que la banque va prendre sur les cartes de crédit va augmenter aussi. Et Julie, tu avais levé la main. Je vais simplement dire sur les frais d'interprétation de traduction, les frais
possiblement était un peu bas en termes de ce que notre budget était pour 23. Donc, on met à jour cet item pour 24, étant donné qu'on a multiples examens, étant donné qu'on a beaucoup de programmes qui doivent être traduits et que nous avons euh, l'obligation, mais aussi, c'est la bonne chose pour le Canada d'avoir ça dans les deux langues officielles. Nous avons fait beaucoup de revues et d'autres façons de réduire le coût de traduction. On a le bêta, l'intelligence artificielle, la traduction simultanée automatisée. Ils ne sont pas au stage encore pour remplacer l'interprétation, les services qui sont exigés, par exemple, qu'on bénéficie maintenant, mais aussi pour les côtés techniques. Mais aussi, nous avons des contrats très compétitifs avec les fournisseurs dans ce domaine et on est vraiment heureux avec le travail, les relations que nous avons, mais de comprendre qu'il y a des coûts associés pour fournir le travail pour le Canada dans les deux langues officielles. Et je vois, Andrea, tu as une question. Oui, c'est un rappel très mineur que entre l'intérêt et les frais de bancaire, quel est le taux? Quelle est la séparation? C'est drôle qu'on a de l'intérêt qui rentre, après ça, de l'intérêt qui sort encore. Et encore, je réalise que c'est possiblement une erreur euh, d'arrondissement. OK, du 45 cette année, les 75 000 projetés pour 2024, à peu près 90 de ça et plus. Et c'est les frais de carte de crédit, donc 2,5 à 3 qu'on paye par transaction. Et ensuite, l'intérêt ensuite, l'intérêt dans les frais bancaires. Donc, on ne paie pas tant d'intérêt, à part une carte de crédit. Donc, ça devrait être chargé à simplement le changement aux cartes de crédit et les frais bancaires pour se débarrasser du mot intérêt. C'est bon. Merci, Andrew. OK. Ensuite, en bas, pour montrer comment que tout ça fonctionne, on a un total de 3,3 millions de revenus avec les dépenses juste un peu en bas de 3. Donc, le total surplus sera 3,50 avec un potentiel de réserve qui laisse un surplus de 46 000. Donc, le revenu, moins les dépenses, va être 396 000 et 350 vers la réserve avec 46 000 de surplus à la fin. Donc, laissez-moi être clair aussi. Si il y a moins d'attrition projetée, si on n'a pas besoin d'appeler la contingente pour le côté revenu ou le contingente dépense, ça veut dire simplement qu'il y a plus de possibilités de contribuer directement aux réserves dans la première année. Sans appeler sur les réserves dans la première année, ça pourrait nous permettre de construire même plus rapidement. Mais on ne peut pas. Donc, c'est possible, la contribution pourrait augmenter, mais on a une approche très conservateur sur cette date. Je vais rentrer un instant ici pour fournir une vérification. Il est 1h30. Donc, notre agenda nous appelle pour nous de terminer à 1h30. On n'a pas de les financiers encore. Donc, on dépasse le temps. Donc, je voulais simplement alerter tout le monde à ça, en particulier ceux qui se joignent à nous publiquement. C'est important, mais de savoir le temps, l'engagement de temps, c'est tout. Merci, Ruth. Donc, pour septembre, l'information, ça peut être très rapide. Si vous avez des questions, c'est bon. Et la dernière diapo dans cette trousse, c'est simplement les positions ou l'équilibre, si on veut, et les items que je voulais souligner ici sont, vous allez voir qu'il y a des budgets qui sont là, et le GIC de 500 000. Donc, à la balance à la fin de 2024 reflète la portion du lion qu'on l'espère sera le surplus à la fin de l'année qui est contribué aux réserves. Et ensuite, vous allez voir en bas ici, je ne sais pas si vous voyez la souris ou non, mais les, euh,
le total des actifs nets qui se rapporte de la page d'avant sur la citation des opérations. Rapidement aussi, donc le déficit qu'on a cette année qui sort des opérations, le flux financier de cette année, c'est ça? Donc, la prévision pour le reste de l'année était une petite portion de 14 000 de déficit, de dépenses qui excédaient un petit peu les revenus. Donc, au début de fin 23, nos actifs nets ou les réserves étaient à 304 000. Et ensuite, si la prévision est vraie, donc ça va être une diminution de 14 800 pour le début de l'année prochaine. OK? Y a-t-il d'autres questions sur le budget, sur cette présentation? Je vais arrêter de partager. Donc, je crois, Ruth, que le seul item, c'est s'il y a des questions sur nos finances et le matériel. Autrement que ça conclut la partie publique de notre réunion. Ça, c'est très bon. Belle présentation, Sean, sur l'approche du budget, d'aider tout le monde à comprendre comment on fait ce travail important. Et ce que j'ai vraiment apprécié, Sean, c'est la façon que j'ai vraiment la confiance dans la façon dont tu gères tous ces pièces mobiles, surtout avec une nouvelle organisation où on n'a pas des années pour se préparer sur quoi compter. Donc, c'est bon pour toi que tu es agile et tu penses à l'avance dans ton approche. Judah, Sean, le personnel, vraiment, c'est fantastique de voir du beau travail. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des questions? Questions pour Sean? Je n'en vois pas. Donc, côté financier et les faits saillants qui étaient fournis dans la trousse trimestrielle, les mises à jour, y a-t-il des questions pour Sean ou Judah sur ce matériel? Bon, donc la prochaine section dans notre agenda, c'est autre chose. Il n'y avait pas d'autre chose à porter à mon attention à l'avance. Donc, je vais rapidement scanner la salle. Y a-t-il d'autres choses qu'on devrait discuter, que vous sentez le besoin d'amener de l'avant? OK. Alors, je vais demander la motion de terminer notre réunion publique. Karima, merci beaucoup. Quelqu'un a secondé la motion? Amber, merci. Y a-t-il quelqu'un qui est opposé à la motion de prendre fin? Et je n'en vois aucune, cette motion à porter de l'avant. Donc, pour les membres du comité, on va prendre 5 minutes de pause bio avant de rentrer à huis clos dans notre réunion. Et donc, pour ceux qui se sont joints à nous publiquement, merci beaucoup. On est vraiment heureux et honorés de partager le bon travail que cette réglementation fait au nom de la profession. Merci beaucoup.